Nous partons en voyage à la rencontre des musulmans d'Europe pour mieux connaître leur vie. Les musulmans en Belgique, en France, en Espagne, ont-ils des problèmes communs, des désirs identiques? Est-ce qu'en Europe, les musulmans sont tous les mêmes? Sont-ils en mesure d'avoir une réflexion critique sur l'islam? Quelles sont leurs craintes? Leur croyance est-elle un facteur d'exclusion? Pour moi, c'est là tout le défi. Arriver à faire la distinction entre l'idéologie, la religion et l'individu. Et c'est aussi pour cette raison que je veux faire ce voyage. Pour certains musulmans, Ahmed est un ennemi de l'islam. Critiquer cette religion est très mal perçu et nous nous engageons sur un terrain glissant. Il est grand temps de considérer toute cette problématique du point de vue des gens, sans dénigrer l'islam, mais sans le promouvoir non plus. La critique de l'islam ne doit pas être le monopole de l'extrême droite. Exprimer le doute et la critique n'est pas quelque chose de honteux, bien au contraire. La période est tendue et Ahmed est considéré comme le plus virulent détracteur de l'islam en Allemagne. Comment les musulmans vont-ils réagir face à lui? Je ne connais Ahmed que par les médias. En 2013, un appel au meurtre a été lancé contre lui à la télévision égyptienne. Depuis, il vit sous protection policière. J'ai du mal à imaginer toutes les restrictions que cela implique. Salut! Salut Ahmed. Bonjour, comment tu vas? Bien et toi? Contente de faire ta connaissance. Tu n'es pas venu seul à ce que je vois. Non. Tu te déplaces toujours avec tes gardes du corps? Oui. Et toute cette protection policière, est-ce que c'est une conséquence de la fatwa qui a été émise contre toi, qui a été lancée contre toi? C'est une conséquence de plusieurs choses. La fatwa, ça a été le point de départ. Ce terme, on le connaît surtout depuis Salman Rushdie. Exact. C'est un avis religieux qui appelle au meurtre d'un apostat. C'est comme ça que les problèmes ont commencé pour moi. Il y a d'abord eu les appels au meurtre très concrets et la suite a été pire. Ça te blesse qu'on te qualifie d'apostat? Moi, je pars du principe suivant. Je suis quelqu'un qui critique. Et quand on s'exprime de la sorte, il faut aussi... Savoir encaisser. Savoir encaisser, oui. Mais tant qu'on se jette des mots à la figure et non des pierres, pour moi, tout va bien. Juste à côté, il y a ce qu'on appelle un marché turc. On va aller faire quelques emplettes à la musulmane. Moi, j'aime bien aller au contact des gens. Peut-être que certains vont te reconnaître. Ça te fait peur? Non, pourquoi? Je n'ai pas peur d'aller vers les autres. C'est le ramadan en ce moment, non? Oui. Pastèque sucré. Pastèque sucrée. J'arrive pas à imiter l'accent turc. Des pastèques sucrées. Ne t'inquiète pas, je suis pas en train de te draguer. Non, c'est haram, interdit. En fait, ce marché est, pour ainsi dire, anti-ramadan. En plein ramadan, trouver ici toutes ces bonnes choses, ces parfums, ces boissons. On va goûter ça, viens. Pastèque jaune. Et c'est la première fois que je mange de la pastèque jaune. C'est une couleur spéciale. On a le droit de manger de la pastèque jaune pendant le ramadan? De la pastèque jaune? Oui, on a le droit. Mais pas à cette heure-ci. Oui, j'avais oublié. Bonjour, merhaba. Dites-moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites le jeûne? Oui, je fais le jeûne. Et ce n'est pas trop dur? Non. Et ce n'est pas trop dur de faire le jeûne tout en préparant à manger? Non. Pas trop chaud? Si, il fait chaud, mais j'ai l'habitude. Donc, Et vendre de la nourriture, ça vous pose pas de problème? non, pas de problème. Si en tant que musulman, je vous achète un beurek et je le mange devant vous, c'est parce que vous m'aurez incité au péché. Non. Pourquoi? Parce que vous m'aurez tenté avec vos bons petits plats. Je ne fais que les vendre, c'est mon métier. Oui. Chacun est libre de ses choix. Si je décide de faire le jeûne, je le fais pour moi, pas pour toi. Nous, on ne force personne. Je peux toujours dire à mon fils, tu dois faire le jeûne. Mais après, c'est lui qui décide, pas moi. Je peux lui dire une fois, deux fois, mais ensuite, c'est lui qui prend sa décision.
Pourquoi tant de gens comprennent mal l'islam? Je sais pas non plus. Il y a tellement de choses qu'on aimerait comprendre. Mais il y a une raison à tout. Tout est question de fric, de politique. C'est comme ça. Oui, ça ne doit probablement pas concerner que l'islam, c'est vrai. Merci beaucoup. Et bonne journée. Bon courage. Ciao. Salut. Regarde, Oui. là, il y a plein de foulards, Ahmed. Tu en cherchais justement. Ma sœur, tu ne voudrais pas revenir vers Dieu et te couvrir un peu? Tu sais, tu serais bien plus jolie si tu portais le foulard. Si moi je portais, ou si je devais porter le foulard, je crois que je ferais le nœud tout à fait différemment. Montre-moi comment tu l'attacherais. Tu connais Erika Badou, la chanteuse? Oui? Un peu à la tzigane, en fait. Oui. Mais ce ne serait pas correct si je le portais comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi cacher le cou. Si tu veux vraiment respecter les préceptes de l'islam, alors oui. C'est ce que dit le Coran. Oui. Vous portez le foulard depuis quand? J'ai commencé à le porter quand j'étais en 5e. De votre plein gré? Oui. On vous a pas forcé alors? Non. Ma fille cadette, elle, le porte parce qu'elle y est forcée, mais pas par moi. Quand elle est entrée en 5e, elle a voulu se couvrir. Moi, je lui ai dit, Alena, c'est trop tôt, tu n'es pas assez mûre, tu ne sais pas pourquoi tu veux le faire. J'ai appelé la maîtresse et je lui ai dit que quelque chose clochait. C'est très intéressant. On pense toujours que la contrainte vient de la famille. Mais Non, non. comme madame vient de nous l'expliquer, parfois la contrainte ne vient pas de la maison, mais de l'école, des camarades de classe, qui houspillent celles qui ne portent pas le voile. En Égypte, par exemple, dans la rue, les femmes qui ne portent pas de foulard se font tirer les cheveux. C'est une façon de les rappeler à l'ordre. Est-ce que le foulard fait de vous une meilleure musulmane? Moi, je pense que ça vient de là, pas de là. Chez moi, en tout cas, ça vient d'ici. Ça ne sert à rien de faire sa prière 5 fois par jour si on n'a que des diableries dans la tête. Personne ne peut dire « je suis musulmane à 100% » tel que c'est écrit dans le Coran. Personne ne peut le dire. Pourquoi c'est comme ça? Si Dieu veut que vous vous comportiez de telle ou de telle façon, alors pourquoi Demandez-moi plutôt pourquoi ce n'est pas comme ça. ce n'est pas comme ça? Je ne sais pas. Si je le savais, je serais bien plus avancée. Peut-être que Dieu nous a surestimés. Je sais seulement ce qu'il aimerait avoir. Oui. Mais est-ce qu'il l'obtient? Ça, c'est une autre histoire. Personne ne l'obtient. Est-ce que vous obtenez tout ce que vous voulez? Non. Bah voilà. Et vous? Bah non. Moi non plus. Je suis ici toute la journée et pourquoi? Parce que je veux avoir telle ou telle chose? Mais au bout du compte, je ne l'ai pas. Est-ce que je dois me jeter dans le canal pour autant? Non. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci bien. Bon courage à vous. Merci. Excusez-moi, je peux vous prendre en photo? Tous les deux ensemble. Je vous ai vu à la télé. Et pas moi? Clé minute. Bonjour. Bonjour. Ça me coûterait combien un double de cette clé? Montrez-moi laquelle vous voulez faire refaire. Celle-là, 4 €. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous pensez que le mode de vie islamique est compatible avec le mode de vie occidental? Je crois que l'islam, tout ce qu'il y a en Occident aujourd'hui, l'islam l'a déjà introduit il y a 1400 ans. Le respect des femmes, la paix entre les hommes, tout ce qui existe aujourd'hui en Occident existait déjà dans l'islam il y a 1400 ans. Mais il y a quand même des différences. En Occident, par exemple, les femmes peuvent s'habiller comme elles le souhaitent. Elles ont le droit d'aimer qui elles veulent. Non, ça c'est autre chose. Je vous explique. Chez les croyants, il y a pour ainsi dire une loi, un livre. Dans ce livre, il est dit que les femmes musulmanes doivent se couvrir et ne se montrer qu'à leur mari. Qu'à leur mari, oui. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que... Exemple, si une jolie femme passe ici, devant des hommes... Une jolie femme vient juste de passer et il n'est rien arrivé. Non, c'est pas ça le problème. Là aussi, il y a une jolie femme. C'est pas ce que je voulais dire. Ce qu'il se passe, c'est que tous les hommes peuvent regarder cette femme et dans leur tête, avoir de mauvaises pensées.
Donc vous diriez qu'en se voilant, une femme se protège? Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, je suis un danger pour vous. Oui, là ce que vous faites, c'est attirer le regard de tous les hommes. Je suis avec elle depuis ce matin et je n'ai pas encore eu de mauvaise pensée. Comment vous expliquez ça? Exemple, vous êtes marié à une femme plutôt laide. Quand dans la rue vous voyez une femme plus jolie, qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez à la maison? Mais vous n'avez plus envie de votre femme. Dans votre tête, il n'y a plus que cette femme plus jolie que la vôtre. Ceux qui prétendent que ce n'est pas vrai, qu'ils ne pensent pas ça, moi, en tant qu'homme, je dis qu'ils mentent. Se couvrir, c'est... Tous les hommes aiment les belles femmes, c'est clair. Se couvrir, c'est se cacher des mauvaises choses. Les femmes se protègent elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elles veulent de plus? Merci. Merci beaucoup. En fin de compte, il vient de nous dire que l'homme est un être faible, qui ne peut pas résister à la tentation. Et donc, en tant que femme, c'est moi qui ai le devoir de me couvrir, pour ne pas te tenter. Je suis donc un danger pour les hommes. Ce qu'il dit, je le prends au sérieux, mais... Je dois le prendre au sérieux. La femme en danger? Il nous a dit aussi que sa fille a commencé à porter le foulard à 7 ans, de temps en temps, et puis en permanence quand elle a eu 11 ans. Et il a dit qu'elle l'a fait de son plein gré. Mais ça présuppose un minimum de liberté. Le droit à l'épanouissement personnel est inscrit dans l'article 2 de la Constitution allemande. C'est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Il est évident que le foulard empêche une fille de 7 ans de s'épanouir. Comment une fillette enfermée dans un tel carcan peut-elle se développer normalement et devenir un membre à part entière de notre société? On aurait dû lui demander s'il connaît le droit à l'épanouissement personnel et s'il serait prêt à l'accorder à ses enfants. Il t'aurait répondu que c'est l'islam qui a inventé l'épanouissement personnel. Il est programmé pour croire que toutes les bonnes choses qui existent actuellement en Europe ont été apportées par l'islam il y a 1400 ans. Que ce qui compte, c'est le Coran et pas la Constitution. Oui, bien sûr. Un sondage a montré que la majorité des Turcs qui vivent en Allemagne placent le Coran au-dessus de la Constitution. Et ça, c'est pour ceux qui ont répondu honnêtement à la question. S'ils avaient été tous honnêtes, alors on frôlerait les 80%. L'avenir est dans le marc de café. Tu sais faire ça? Allez, raconte. Que dit l'avenir? Il dit « l'islam n'est pas réformable ». Montre. Allons-y. Réformer l'islam, est-ce vraiment impossible? Chaque religion évolue à sa manière. Avant Luther, toute réforme du christianisme semblait impossible aussi. À mes yeux, la majorité des quelques 4 500 000 musulmans qui vivent en Allemagne pratiquent leur religion en toute discrétion. Et apparemment, ils réussissent à concilier ordre divin et mode de vie occidental. Ce documentaire a pour objectif d'instaurer un dialogue entre musulmans, en donnant la parole uniquement à des musulmans. Ahmed et moi, nous voulons à présent rencontrer de jeunes musulmans engagés. J'ai rendez-vous avec le groupe Yuma, l'acronyme de Jeunes musulmans actifs, pour connaître leurs préoccupations et leurs objectifs. Seul problème, pour des raisons de sécurité, je ne peux annoncer à personne la présence de Ahmed. Ces jeunes ne savent donc pas que je viens accompagné d'un détracteur de l'islam. J'espère malgré tout qu'ils resteront ouverts au dialogue. Comme vous pouvez le voir, j'ai amené un invité surprise. Vous le connaissez? Oui. Oui? Vous avez lu un de ses livres? Je me souviens pas du titre exact, mais je crois que l'an dernier, M. Abdel Samad a sorti un livre dans lequel il essaie de faire un parallèle entre l'islam et le fascisme. Vous pouvez me rappeler le titre du livre? Le fascisme islamique. Le fascisme islamique, c'est ça. Je l'ai lu, même si ça n'a pas été facile. J'ai eu du mal à avaler la pilule.
Mais je voulais voir comment M. Abdel Samad arrivait à polariser le débat avec ce livre. Ce livre, il t'a énervé, blessé? Oui, parce que mon identité repose aussi en grande partie sur mon appartenance religieuse. Je me suis donc senti blessé dans mon identité, dans mon être même, en tant qu'individu. Mais bon, je ne me suis pas non plus senti offensé au point de taper dans un mur. Mais je m'impose ce genre de lecture pour m'endurcir, pour ne pas réagir de façon excessive, pour ne pas me laisser provoquer. Ça fait partie de la stratégie des gens qui critiquent l'islam, mais ce genre de calcul ne marche plus avec moi. Vous pensez que je cherche délibérément à vous blesser? Non. Ou à vous provoquer? Oui, vous voulez provoquer, polariser, polémiquer. En fait, Ahmed a critiqué l'islam et il s'est attiré les foudres de certains musulmans qui veulent maintenant le tuer à cause de ça. C'est une conséquence de sa critique de l'islam. Émettre une fatwa comme celle-là, quelle que soit la personne concernée, c'est vraiment n'importe quoi. Et le faire juste à cause d'une critique, c'est vraiment... Enfin, chacun est libre de critiquer ce qu'il veut. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que je pensais qu'aujourd'hui, on parlerait des musulmans en Allemagne, des musulmans à Berlin, de la vie des musulmans. Et finalement, on parle toujours et encore des mêmes thèmes. Je suis berlinois. Oui, vous êtes berlinois, Je suis menacé à Berlin, et ça aussi mais c'est... par une seule personne. Et Non, pas par une seule personne. moi, je ne vous menacerai jamais. Je suis sûre qu'aucune des personnes ici présentes ne vous menacera aujourd'hui. Vous savez, nous sommes tous allemands et nous avons tous notre propre mode de vie. Et je trouve juste dommage qu'au lieu de parler de ça aujourd'hui, on reprenne encore des sujets comme le terrorisme ou les menaces de mort que vous avez reçues. Je trouve ça triste. J'en ris, mais... Moi, ça ne me fait pas rire. Pour moi, cette problématique est d'une importance vitale. Tout comme pour vous, il est important de parler des bons côtés de la vie à Berlin ou de vous plaindre des Allemands qui ne vous acceptent pas. Certains problèmes sont directement liés à l'islam, en Allemagne aussi. Parce qu'ici aussi, il y a des extrémistes, des organisations islamiques qui tiennent des musulmans sous leur tutelle et qui essaient de parler en leur nom. Et vous vous présentez comme un groupe. Nous, on pensait que cette discussion serait plus cool, qu'on parlerait de questions plus générales. On croyait vraiment que vous nous demanderiez à quoi ressemble notre vie ici, comment se passe la cohabitation, que vous nous poseriez bien sûr aussi quelques questions délicates, mais... Ok, pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu nous avertir que vous veniez. Mais l'islam à Berlin ne se résume pas aux extrémistes qui menacent les gens comme vous. De quoi d'autre voulez-vous parler? Du vivre ensemble. Pourquoi on ne parlerait pas du fait qu'il y a 500 000 musulmans à Berlin et qu'on n'a pas de problème entre nous? Une femme avec un foulard et un téléphone portable vient juste de passer derrière nous. Et avec un drapeau palestinien. Oui, mais... Mais ce n'est pas une évidence, ça? Est-ce qu'on doit vraiment encore parler de ça? Ce que je trouve problématique, c'est qu'en tant que musulman, dans ce genre de discussion, on est toujours confronté à une certaine négativité. C'est toujours du pessimisme qu'on ressent. Dans n'importe quelle discussion, que ce soit au travail, à la fac, on nous pose toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que tu penses du foulard? Pourquoi vous devez le porter? Quel que soit le thème, si moi je vous pose la même question une fois, deux fois, trois fois, vous me répondrez poliment. Mais à la 35e fois, vous vous direz « Bon sang, mais on n'a pas d'autres problèmes dans ce pays ?» Et toi, qu'est-ce que tu en penses? À quel moment te sens-tu blessé en tant que musulman? Quand est-ce que je me sens blessé? Je me sens blessé quand, de par ma religion, je me sens lésé. Qu'en raison de ma religion, je me sens désavantagé. Quand je ne peux pas exercer telle ou telle profession à cause de mon apparence, parce que je porte la barbe, parce que j'aimerais pouvoir prier au travail, et qu'à cause de tout ça, je suis désavantagé. On nous rappelle tout le temps qu'on ne fait pas encore partie de la société allemande, alors que nous-mêmes, on se considère comme des Allemands. Tu te sens avant tout allemande ou musulmane? Je suis avant tout... Enfin, on ne peut pas le dire comme ça. L'une est une religion et l'autre une nationalité. Je suis une musulmane allemande. Moi, j'aimerais que la société allemande m'accepte avec toutes mes caractéristiques, avec tout ce qui fait de moi celle que je suis, même si ce n'est qu'un bout de tissu que je porte sur la tête. Je voudrais être acceptée avec, travailler par exemple comme avocate en portant mon foulard. Je veux juste être acceptée telle que je suis. Au terme de cette discussion, je réalise une fois de plus à quel point ça doit être difficile actuellement d'être un musulman pratiquant. Avoir sans cesse à se justifier, devoir toujours rappeler que l'islam est une religion de paix. J'ai l'impression que certains membres des Youma se sentent mis au pied du mur, qu'ils veulent sortir de cette position d'autodéfense.
et que la visite inopinée de Ahmed les a irrités. Je garde en tête ces jeunes femmes confiantes et sûres d'elles-mêmes. Personnellement, la religion n'a joué aucun rôle dans la construction de mon identité féminine. Mais pour une musulmane très croyante, comment concilier les exigences de sa religion avec l'image de la femme moderne? C'est ce que doit nous expliquer Zineb El Mazra, qui se définit elle-même comme une féministe conservatrice et musulmane. Bonjour Zineb. Salut, on vient juste de me mettre au courant. Comme on se revoit. Salut. Salut. Comment tu vas? Bien. Quoi, tu t'étais annoncé? Oui. Dis donc, tu es venu avec toute ta suite. C'est mon invité surprise. Vous auriez quand même pu me prévenir un peu avant. On ne pouvait pas, pour des raisons de sécurité. Ah, ok, ce n'est pas parce que parfois les gens ne sont pas très contents de le voir. Non, non, c'est pour des raisons de sécurité. Mais toi, tu n'es pas fâché de me voir quand même. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'étais un peu surprise. Vous vous connaissez? Oui, c'est pour ça que quand on m'a prévenu, j'ai dit pas de problème. Où on va? Là-bas, Oui? chez Ala Noir. Ok. Allons-y. C'est quoi cet endroit? Ok. Tu voulais essayer un niqab. Et ça, c'est quoi? C'est le kimar, une sorte de châle qui doit dissimuler presque toute la silhouette. Il y a une jupe qui va avec, parce que sinon on verrait tes jambes quand tu marches, et ça aussi on veut l'éviter. L'idée, ce n'est pas seulement de cacher les cheveux, mais de dissimuler tous les attraits féminins. Voilà. Je vais enfiler ça et je reviens tout de suite. Bon courage. Alors là, techniquement, je suis en train de commettre un péché parce que je sais qu'elle va se déshabiller et ça m'amène à penser à de mauvaises choses. Oui, et rien que le fait qu'on soit là et qu'on ait cette discussion... Désolé, Nazan. Je crois que je l'ai mal mis, mais je sors quand même. Oui, vas-y. C'est un peu bizarre comme ça. Les oreilles aussi doivent être cachées, non? Non, effectivement, ce n'est pas comme ça que ça se met. Ça, en fait, ça doit être à l'intérieur. Tu vois, il y a une petite grille. Si on tire complètement... Le mieux, c'est que tu m'aides. Je viens avec toi, tu as raison. Mais c'était top. J'accroche juste mon sac et on s'éclipse. Quand les femmes font du shopping, même dans une boutique de niqab, c'est toujours la même histoire. Le premier essayage n'est jamais le bon. C'est pas si facile. Je crois que là, c'est bon. Ça a glissé vers l'arrière. Je ne veux offenser personne, mais j'ai l'impression de ressembler à Batman. Vraiment. C'est bon? Ça va bien ensemble, le violet, le noir. Oui, tu dégages quelque chose de respectable. Mais les mains, il faudrait les couvrir aussi, non? Tu veux des gants? Tant qu'à faire. Oui, respectons les règles de l'art. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution du niqab ou de la burqa telle qu'on la connaît d'Afghanistan. La burqa, c'est ce voile bleu avec une petite grille en dentelle devant les yeux. Il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, chez les Sumériens, dans le sud de la Mésopotamie, l'usage voulait que les prostituées soient voilées. Les femmes libres, elles, n'avaient pas le droit de porter le voile. Comme ça a changé. Donc à l'époque, j'aurais été une prostituée? Oui, c'est ça. Chez les Sumériens de basse Mésopotamie, cette tenue t'aurait signalée comme telle. En Arabie, avant l'islam, tu aurais été une femme libre. Seuls les esclaves ne portaient pas de foulard sur la tête. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es une musulmane qui a choisi de suivre l'interprétation salafiste du Coran. Les femmes musulmanes se voilent pour des raisons très diverses. Certaines le font pour se positionner un peu mieux sur le marché matrimonial. Porter le voile, c'est un peu une façon de dire à un homme « Je suis une musulmane chaste et honnête. Si tu m'épouses, tu seras sûr de ne pas tomber sur une femme à la vertu potentiellement douteuse. » Il y a aussi celles qui se voilent pour se démarquer, notamment de leurs parents, pour se rebeller, leur montrer comment la religion se pratique correctement. Et puis, il y a aussi celles qui portent le voile pour souffrir pour Dieu et gagner ainsi des hasanats, des points, des bonus pour l'au-delà. C'est une démarche très mercantile liée en partie à l'éducation, mais aussi à cette interprétation. En France, le port de la burqa est interdit dans l'espace public. Ça, ce n'est pas une burqa, mais c'est tout de même un voile intégral. Soyons clairs, la burqa, c'est uniquement cette tenue originaire d'Afghanistan. Beaucoup de gens confondent un peu tout. La France et la Belgique ont effectivement décidé d'interdire le voile intégral, ce qui selon moi n'est pas une bonne chose.
Cette mesure fait le jeu des mouvements salafistes et islamistes, dont l'argument principal est de dire que les sociétés occidentales sont par nature contre l'islam et les musulmans. C'est quelque chose qui, selon moi, ne doit pas être favorisé. Mais il y a aussi énormément de femmes qui décident de se voiler de leur plein gré, ce qui devrait plutôt inciter à la réflexion. Mieux vaudrait se demander ce qui pousse les femmes à porter une tenue qui a été très dégradante dans le passé et qui, aux yeux de certains, l'est encore. Il serait plus important d'en discuter et d'y réfléchir plutôt que de l'interdire ou non. Sa posture est totalement différente. Elle semble toute petite, gênée et impressionnable. Je ne la reconnais plus du tout. Oui, mais pour elle, ce n'est pas un véritable choix vestimentaire. C'est juste une expérimentation. C'est très étrange. À cause de la fente étroite au niveau des yeux, mon champ de vision est très limité. Je ne peux plus voir mon corps, juste le sentir. Je suis voilée et pourtant exposée à tous les regards. Je ne peux pas soutenir celui des hommes. Je me sens intimidée. Et je me demande bien comment, dans ces conditions, l'émancipation de la femme musulmane pratiquante peut être possible. On peut se considérer comme musulmane et féministe et réfléchir à certains textes, à certaines interprétations du Coran. Pendant des siècles, ce sont les hommes qui ont étudié les textes. Ce sont eux qui ont réfléchi et ont élaboré les lois. Pourquoi une femme n'aurait-elle pas le droit d'en faire autant? Mais le Coran dit que l'homme a le droit de battre sa femme. Le Coran dit que la femme est le champ de labour de l'homme, ce qui signifie que l'homme peut à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit, désolé du terme, monter sans qu'elle oppose de résistance. Comment peut-on tirer un héritage émancipatoire de ce livre? À un stade très précoce de l'histoire, les femmes musulmanes ont effectivement bénéficié d'une évolution qu'on pourrait qualifier d'émancipatrice. Elles ont été pour ainsi dire mises à l'abri avec l'institution du mariage, la reconnaissance de paternité, avec le fait qu'un homme devait attendre 3 mois après le divorce pour se remarier, tu connais tout ça. Toutes ces mesures peuvent être considérées comme émancipatoires. Mais contrairement aux occidentales, les femmes musulmanes ne se sont jamais battues pour leurs droits. Et je pense que c'est un problème aujourd'hui. Cette idée s'est perdue au fil des siècles, surtout lorsque les femmes ne savent ni lire ni écrire et n'ont pas accès aux textes théologiques. Mais ce déclic libérateur, ce choc émancipatoire, qu'est-ce que ça pourrait bien être aujourd'hui? Tu dis que dans le Coran... Le premier choc, le premier déclic, ce serait de considérer qu'aucune question n'est taboue, qu'on puisse demander absolument tout ce qu'on veut, remettre certaines choses en question sans devoir craindre d'être exclu par sa communauté, renié par ses parents, regardé de travers par son frère. Il faut aussi que les femmes se posent des questions sur leurs propres réactions, leurs propres ressentis. Je pense que les femmes doivent avant tout faire leur propre procès, être honnêtes envers elles-mêmes et comprendre pourquoi elles réagissent de telle ou telle manière. D'où viennent ces réactions? Grâce à Sinep, j'ai l'espoir que de plus en plus de musulmanes pratiquantes suivront son exemple et s'engageront pour l'égalité des droits, sans pour autant être obligées de renoncer à leur foi. S'il y a bien un nom emblématique des relations entre l'islam et l'Europe, un homme qui assure une fonction de médiateur entre les deux, c'est Bassam Tibi. Tu le connais, non? Je sais qui est Bassam Tibi. Je m'en doutais. Donc tu sais aussi qu'il est à l'origine de 2 notions très importantes, à savoir l'islam européen et... La culture dominante. C'est ça. Il fait partie de ces gens qui nous ont prévenus très tôt que tout ce que nous vivons actuellement allait arriver. Le fondamentalisme musulman, les problèmes d'immigration. Mais à l'époque, on l'a traité d'agitateur. Aujourd'hui, quand on lit ses thèses, on se dit qu'il avait raison. Je pense qu'il va être surpris. C'est par là. Juste à côté. Monsieur Tibi, bien le bonjour. Ça y est,
Monsieur Tibi, J'ai amené un invité. Eh, on ne s'était jamais rencontrés, je ne vous connais que par la télévision. je ne vous avais jamais vu non plus. Non, on ne s'était jamais rencontrés. Jamais. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous avez lu un des livres de Monsieur Abdel Samad? Vous savez que... Je connais ses idées. Je ne suis pas d'accord avec lui surtout parce que moi, contrairement à vous, je suis croyant. Je sais. Mais je suis un musulman réformiste. Je n'ai pas encore fait une croix sur l'islam. C'est ce que vous lui reprochez? Lui, il a déjà enterré l'islam. Moi, j'ai encore de l'espoir. Vous avez encore de l'espoir. Vous diriez que Ahmed est un ennemi de l'islam? Non, pas du tout. Interdire la critique empêche tout progrès intellectuel. Ce qui nous sépare, c'est que vous êtes croyant, et moi non. Que vous pensez qu'il est possible de réformer l'islam, et moi pas. Mais qu'est-ce qui nous rassemble au juste? Notre engagement pour la liberté et les droits de l'homme. Monsieur Tibi, pourriez-vous nous expliquer de façon claire et concise ce que c'est l'islam européen? Comment vous le définissez? L'islam européen repose sur 5 piliers. Premièrement, la séparation de la religion et de la politique. Deuxièmement, les droits de l'homme individuels et non collectifs. Troisièmement, la tolérance. Pas dans le sens islamique du terme, c'est-à-dire le fait de tolérer les chrétiens et les juifs, mais la tolérance dans le sens de la philosophie des Lumières. Quatrièmement et cinquièmement, la société civile et le pluralisme, c'est-à-dire accepter que l'islam est une religion parmi d'autres, ce que la majorité des musulmans rejettent, car pour eux, il n'y a qu'une seule religion, l'islam. Or ça, c'est anticonstitutionnel, car la liberté de religion est inscrite dans la Constitution, la liberté de toutes les croyances. Un chrétien est un croyant, un juif ou un hindou est un croyant, et un athée qui réfute toute croyance peut se référer à la Constitution. Les musulmans doivent accepter cela. Le problème, c'est que nous sommes confrontés à des musulmans pratiquants pour qui le Coran est la parole de Dieu, la dernière parole de Dieu. Et le Coran dit que la religion d'Allah est l'islam, et que l'islam doit triompher sur toutes les autres religions. En arabe, Bon nombre de choses inscrites dans le Coran doivent être replacées dans leur contexte historique. Évidemment, beaucoup de gens s'y refusent. Mais pour moi, c'est clair. Un musulman qui vit en Europe et qui veut suivre le Coran à la lettre ne peut pas être un Européen. Quand un imam dit à de jeunes musulmans de 5, 6, 7 ou 8 ans qu'ils ne doivent pas serrer la main à une femme, c'est ce qu'on appelle de l'islam ségrégationniste. S'il leur dit qu'ils ne doivent pas avoir d'amis allemands, c'est la même chose. Et sans s'en rendre compte, l'État allemand et les églises allemandes soutiennent cet islam ségrégationniste. Au nom de l'intégration, on empêche l'intégration. Je n'arrive pas à comprendre cela. moi non plus. Et je crois que c'est justement là le problème. Les islamistes, les organisations islamiques, les salafistes et le gouvernement allemand considèrent l'islam et les musulmans comme une seule et même entité. Et ils les traitent comme un collectif, et non comme des individus. Et c'est ça le problème. Mais l'État allemand a besoin d'un interlocuteur. Sinon, comment établir la communication? L'État allemand ne peut pas s'adresser personnellement à 4 millions de musulmans. En France et dans d'autres pays européens, cette question ne se pose pas. L'État allemand et les différentes églises veulent calquer sur l'islam un modèle d'organisation religieuse chrétien. Nous, les musulmans, nous sommes des individus. Moi, je ne veux pas être représenté par un culte musulman officiel. C'est une atteinte à ma foi. Ma croyance religieuse repose sur mon individualité. Et je rejette l'argument qui consiste à dire que l'État et l'Église ont besoin d'un interlocuteur, à savoir le Conseil central des musulmans. Pour moi, il n'est pas valable. Ce qui me fait très peur, c'est que dans notre islam non réformé, il n'y a pas de liberté religieuse. Je ne suis pas libre de quitter l'islam. Si je quitte l'islam, je me rends coupable de rida, d'apostasie. Et n'importe quel musulman peut me tuer. C'est une des règles de la charia. Celle de l'imam Razali en Égypte dit « L'impunité est assurée à ceux qui tuent des musulmans qui se sont détournés de la foi. » S'il devait y avoir en Allemagne un culte musulman officiel représenté par le Conseil central des musulmans,
je quitterai l'islam. Ce n'est pas mon idée de l'islam libéral. Si je quittais l'islam, alors n'importe quel musulman pourrait me tuer. D'où cet appel à la raison que je lance aux responsables politiques et religieux allemands. Arrêtez de nous voir juste comme l'Oumma, la grande communauté des croyants. Nous sommes des individus. Adressez-vous à chaque musulman. Nous ne sommes pas un collectif. Je ne veux pas faire partie de ce collectif que vous instaurez. Vous violez mon droit fondamental à la liberté de croyance. Merci pour ce vibrant plaidoyer, Monsieur Tibi. En Europe, c'est avant tout l'individu qui prime. Alors que dans les communautés musulmanes, priorité est donnée au groupe, donc à la famille, avec comme dénominateur commun l'islam. Ceux qui veulent s'émanciper de ce modèle peuvent facilement se sentir perdus, isolés. Sans doute est-il bien plus simple de s'abandonner totalement à la religion. Nous voulons rencontrer des gens en paix avec eux-mêmes, avec leur religion, et nous rendre à une fête musulmane. J'ai rendez-vous avec la porte-parole de la mosquée, Pınar Çetin, qui tout comme moi est d'origine turque. Comme je ne sais pas si les critiques de l'islam sont les bienvenus ici ou non, je viens d'abord seule, sans Ahmed. Ravi de vous accueillir. Merci. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous à la mosquée, car cette nuit sera la 27e du Ramadan, Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Au cours de cette nuit-là, le Coran a été révélé à Mahomet. C'est une nuit vraiment très particulière. Chaque année, la mosquée accueille de très nombreux invités. Ce soir, nous attendons entre 4 000 et 5 000 personnes. Les gens viennent ici pour rompre le jeûne et manger tous ensemble. Ils passent de table en table pour partager ce qu'ils ont apporté. Ensuite, tout le monde va prier à l'intérieur de la mosquée. Cette mosquée, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Beaucoup de choses. D'abord, elle me procure un sentiment de sécurité. Je m'y sens chez moi. Quand on vient ici, on a un peu l'impression d'être en vacances en Turquie. Mais cet endroit, c'est aussi celui où j'ai fait le plus de rencontres. Des musulmans, des non-musulmans, des Turcs allemands. C'est le lieu où se sont nouées la plupart de nos amitiés avec des représentants de la société allemande. Donc cet endroit, c'est à la fois chez moi en Turquie et chez moi en Allemagne. Qui est le bienvenu ici? Tout le monde. Les portes de la mosquée sont toujours ouvertes et chacun peut y venir quand il le souhaite. L'architecture de notre mosquée est d'inspiration ottomane. Mais quelle que soit l'architecture de la mosquée où l'on va, la prière est toujours la même. Que ce soit en Chine, en Amérique ou en Allemagne, partout je peux me joindre à la communauté des croyants et prier avec eux. Et dans n'importe quelle mosquée, vous verrez aussi des enfants. Ça se bouscule un peu dans ma tête. Pınar est aimable et courtoise, mais j'ai du mal à la suivre. Je cherche le bon moment pour lui demander si Ahmed serait le bienvenu lui aussi. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbil Alemin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. J'aurais une dernière question. Oui, Purement théorique. Vous m'avez dit que tout le monde était le bienvenu à la mosquée. oui. Est-ce que ceux qui critiquent l'islam sont les bienvenus eux aussi? Bien sûr, nous en recevons régulièrement à la mosquée. Beaucoup de gens viennent ici en groupe, de telle ou telle organisation, et parmi eux, il y a toujours des personnes qui sont très critiques envers l'islam. Je vous dis qui c'est? Allez-y. Ahmed Abdel Samad. Vous le connaissez? Oui. Il est le bienvenu? Faites comme vous voulez. Je n'ai pas de... Vous ne le mettriez pas à la porte? Non, Si je l'appelais, si je l'invitais à venir ici? on ne mettrait personne à la porte. Pas de problème. Mais peut-être que si certains jeunes le reconnaissent, ils vont se demander ce qu'il fait ici. Bon,
Soyez le bienvenu. Bonjour. On est sur la piste cyclable. Ahmed Abdelsamad, Pinar Çetin, venez, on se déplace un peu. Vous ne vous connaissez pas. Je vous connais par la télévision. Par la télévision, d'accord. En tout cas, tu es le bienvenu ici. On est devant la mosquée parce qu'à l'intérieur, c'est plein à craquer. Il n'y a vraiment plus de place. Les gens sont en train de rompre le jeûne. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous... Je suis surprise par vos gardes du corps. Il ne faut pas avoir peur. Non, non, bien sûr, je n'ai pas peur de vous. Absolument pas. Ni de notre communauté. Oui, mais nous sommes en pleine rue et comme vous le savez, tout peut arriver. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Ahmed devant vous? Vous savez qu'il est très critique envers l'islam. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez lui dire? Je dis plein de choses quand je l'entends à la télé. Alors maintenant, j'aimerais que vous me les disiez en face. Bien sûr, pas de problème. En fait, je suis souvent furieuse contre vous quand je vous vois à la télévision. Je suis quelqu'un de très ouvert. Et c'est pour ça que Nazan t'a invité à nous rejoindre. Mais je trouve vraiment dommage que les expériences que tu as faites dans ta vie avec des musulmans et que je déplore sincèrement, tu les projettes sur l'islam. Comme si c'était la faute de l'islam. Comme si l'islam était responsable des mauvaises actions des gens. Moi, je pense que notre religion est belle, pure, merveilleuse, mais que les gens peuvent commettre des erreurs. Nous sommes tous imparfaits. Certaines personnes sont même mauvaises. Mais cela n'a rien à voir avec la religion. Donc d'après vous, ma critique de l'islam est uniquement liée à mes mauvaises expériences, mes expériences personnelles. J'ai souvent l'impression que vous faites un amalgame. Non, j'ai écrit un livre sur le prophète, dans lequel je ne fais que rapporter des faits historiques, qui d'ailleurs sont mentionnés dans des livres islamiques. Quel est le rapport avec mon expérience personnelle? Quand on s'intéresse de près à une personne dans l'intention de la critiquer, on finit toujours par trouver des choses qui déplaisent. Si en revanche, on aborde la chose de façon positive, dans l'intention d'apprendre à connaître cette personne objectivement et aussi d'apprendre à l'aimer, alors on trouve des choses qui permettent d'aimer cette personne. Mais pourquoi faudrait-il avoir une approche d'emblée positive? Vous, évidemment, en tant que musulmane pratiquante, je peux comprendre que vous abordiez la biographie du prophète de façon positive, puisque vous aimez le personnage. Mais moi, je veux garder une attitude neutre vis-à-vis de cette personne et rassembler des sources objectives. Je dois oublier que le Coran a été révélé par Dieu et le considérer comme un livre de nature humaine qui date du 7e siècle. Quand on lit en faisant abstraction du côté divin et de l'amour, on constate qu'il y a quand même quelques problèmes. Des problèmes avec les guerres, des problèmes avec le prophète, dans le Coran, comme dans les sources. Il avait des femmes qu'il considérait comme butin de guerre et avec lesquelles il avait des rapports sexuels, par exemple. C'est un passage où... Ce n'est pas un passage du Coran, tel que vous le citez, donc... C'est la sourate 33. Je peux vous la montrer ici. Ça ne sert à rien de discuter théologie, c'est pour une émission de télévision. Mais vous avez dit que ce n'était pas dans le Coran. Il n'est pas écrit qu'il les utilisait à des fins sexuelles et les considérait comme butin de guerre. Ce n'est pas dans le Coran? Non. Ok, alors lisons ensemble la sourate 33. Il faut que j'aille chercher un Coran. Ok, d'accord. Moi, j'ai la sourate en tête, pas vous. Et c'est bien là le problème. Pour moi, le prophète est un homme qui a apporté une révolution. À une époque où les femmes ne valaient rien, où elles étaient vendues comme des marchandises. Une époque où des petites filles étaient enterrées vivantes. Le prophète est venu et il a dit « L'homme et la femme sont égaux devant Allah ». Je peux dire un mot à ce sujet? Et pour moi, cela prouve qu'il respectait les Et femmes. moi, j'ai la preuve qu'avant l'islam, les femmes étaient déjà égales en droit. Oh, je vous en prie. La première femme du prophète était une riche commerçante et elle était aussi son employeur. C'était avant l'islam. Elle lui a donné du travail et elle l'a même demandé en mariage. Oui, mais elle était un cas à part dans cette société. Vous n'allez pas nier le fait que des petites filles étaient enterrées vivantes. C'était une tradition arabe. C'était une légende. Nous n'avons pas les mêmes sources, donc on ne peut pas s'entendre. Une dernière question. Vous avez dit qu'avant Mahomet, les fillettes étaient enterrées vivantes. Oui, Comment Mahomet et ses amis ont-ils pu épouser chacun 4 femmes si auparavant toutes les petites filles avaient été enterrées vivantes? C'est une légende. Moi, ce que je remarque, c'est que pour vous, le prophète est sacré et qu'on franchit une ligne rouge dès lors qu'on le critique. je pense que les sources auxquelles M. Abdelsamad se réfère ne sont pas celles que moi j'ai lues. Ok, alors allons à la mosquée et je vous montrerai. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour. Alors une autre fois si vous voulez. Mais c'est dans sa biographie officielle. Et c'était ça ma source. Vous accepteriez de vous revoir une autre fois? Pourquoi pas? On pourrait regarder ensemble. C'est dit. Madame Çetin a accepté de te revoir. La prochaine fois, peut-être sans caméra. Oui, C'est déjà une... une proposition de dialogue. Oui. Oui, Maintenir le dialogue, c'est positif.
Oui, moi ça me va. Ok? Ok. Parfait, c'est super. Le Coran comporte plus de 6000 versets. Et selon Ahmed, 206 d'entre eux peuvent être considérés comme problématiques. Après cette discussion, je me sens un peu nerveuse. Peut-être à cause des feux d'artifice ou des gardes du corps qui maintenant surveillent Ahmed de très près. Merci et passez une bonne nuit. Merci. Portez-vous bien et priez pour moi. Alors que nous quittons les lieux, nous sommes interpellés par un homme qui visiblement a reconnu Ahmed. Sur le trottoir devant la mosquée, c'est l'attroupement. Ahmed, je t'en prie. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, viens. Ahmed, s'il te plaît, allez. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu, bientôt ce sera comme en France. C'est clairement une menace. C'est le genre de truc qui me stresse totalement. Je ne sais pas toi, mais moi je tremble comme une feuille. En fait, moi Je ne supporte pas ce genre de situation, vraiment. j'ai fini par m'y habituer. Ce n'est pas la première fois. On en a déjà parlé ensemble. L'atmosphère est électrique, le scepticisme absolu. Les gens sont tout simplement aigris. Et ils n'arrivent pas à articuler leurs pensées. Mais Ahmed, honnêtement, moi j'ai l'impression que tu t'exposes volontairement au danger. J'ai l'impression que tu cherches la confrontation là. Non, moi je cherche le dialogue. Mais il tourne souvent à la confrontation. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que j'ai crié après quelqu'un? Non. Ce sont les gens qui viennent vers moi et m'invectivent. Et ça, je ne le tolère pas. Je ne l'accepte pas. Et pour moi, il n'y a pas de zone interdite. C'est comme si on nous disait, ici, c'est pas l'Allemagne. Ne venez pas avec la police, ne venez pas avec les médias. Ni les médias, ni la police, ni les intellectuels, ni les musulmans ne doivent accepter cela. Ou alors, on n'a plus qu'à se terrer chez soi la peur au ventre et se dire, sauvons notre peau. Dans cette situation, le dialogue n'est pas possible. C'est vraiment... L'idée, ce n'est pas seulement de dialoguer, mais de montrer quels sont les problèmes. Il ne faut pas fermer les yeux et faire comme si tout allait bien. L'amertume est grande, et tôt ou tard, cette amertume engendrera la violence. Nous devons en prendre conscience. Nous devons en parler. Nous devons dire aux soi-disant avocats de la cause musulmane qui jouent les victimes à longueur d'émissions de télé qu'il y a dans leur rang beaucoup de haine. Tout à l'heure, le jeune a crié « Bientôt, ce sera comme en France ». Tu sais ce que ça veut dire? On peut toujours dire « Bon, il ne le pensait pas vraiment ». Mais non. Dans son cœur, dans son âme, il y a déjà de la dynamite. Et on pouvait le voir dans ses yeux. Pour couronner le tout, et alors qu'il ne s'y attendait vraiment pas, Ahmed doit encaisser une fin de non-recevoir de la part d'une confrérie soufie qu'il se réjouissait de rencontrer. Ces mystiques musulmans ne veulent rien avoir à faire avec lui. Sur le plan émotionnel, quelque chose de très beau me lie aux soufis. J'ai dansé avec eux quand j'avais 11 ans. Et pour moi, ça a vraiment été une expérience extraordinaire. J'aime les endroits où les gens mettent tout leur cœur, même si je n'ai plus la foi.
J'aime les lieux baignés de nostalgie, où les gens pleurent, où ils laissent libre cours à leurs émotions. Et je m'étais vraiment réjoui de revoir ça. La dernière fois, c'était il y a plus de 30 ans. La dernière chose que je souhaite, c'est blesser les autres. Alors quand il dit que j'ai... Si à chaque fois que j'ouvre la bouche, je dois faire attention à ne froisser ni l'un, ni l'autre, ni le troisième, ce serait trop. Stop. Ce serait de l'autocensure. Ce qui est très dangereux pour un écrivain. Un écrivain, sa mission dans la vie, c'est de dire son opinion. Et il doit pouvoir compter sur le fait que les autres Tu sais, ça me fait vraiment mal de t'entendre parler comme ça, Ahmed. Ça me rend triste aussi. Je ne peux pas me mettre à ta place, mais je pense que... Tu crois que je fais ça pour le plaisir? Non. Tu crois que ça me plaît de vivre comme ça? Non. Je ne peux pas croire que ce soit vraiment de ma faute. Peut-être qu'on rencontrera des soufis en France. Peut-être que là-bas, ils sont plus ouverts. Ça vaut le coup d'essayer. Parce qu'en France et en Espagne, tu ne seras qu'un critique de l'islam parmi d'autres et pas le grand détracteur de l'islam. Est-ce que ça vient de moi ou du climat ambiant? Si en France et en Espagne, on ne rencontre que des gens ouverts, imperméables au scepticisme, qui ne regardent pas la caméra de travers dans la rue, alors c'est que le problème vient de moi, de ma notoriété en Allemagne. Mais si là-bas on subit les mêmes expériences, alors qu'est-ce qu'on fera? Oui, qu'est-ce qu'on fera?